Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous en cette fin de semaine pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT, la principauté fait régulièrement entendre sa voix dans les hémicycles de la scène européenne. Dernièrement, une femme monégasque a été nommée à la présidence d'une sous-commission à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il s'agit de Béatrice Fresco-Rolfo. Elle sera avec nous ce soir. Connaissez-vous les filles de l'Escadron Bleu? Elles sont à l'honneur dans un documentaire diffusé sur Monaco Info. Ces jeunes Françaises ont fait preuve d'héroïsme au cœur d'une Europe meurtrie par la Seconde Guerre mondiale. Un sujet que nous développerons avec Daniel Cotalorda de la Croix-Rouge monégasque. Nous parlerons également gastronomie dans ce journal avec un nouveau restaurant étoilé en principauté, le Rampoldi. Et puis nous vous emmènerons à quelques mètres sous terre à la découverte d'un métier de l'ombre, celui d'égoutier. Mais avant cela, vous avez pu le suivre sur notre antenne grâce à notre équipe sur place. Boris Herrmann a bouclé hier son Vendée Globe. Frédéric Ellion, bonsoir. Le skipper allemand termine 5e de ce Tour du Monde en solitaire. Bonsoir Émilie, le navigateur du Yacht Club de Monaco a franchi la ligne hier, jeudi à 10h19 en 4e position. Jean Le Cam est arrivé plus tard dans la journée à 19h19, mais devance Boris Herrmann d'une heure sur le temps de course finale en raison des 16h15 de compensation glanées dans le cadre du sauvetage de Kevin Escoffier. L'Allemand termine donc 5e de ce Vendée Globe. On passe à ce beau geste de la Fondation Prince Albert II de Monaco en faveur des récifs coralliens. Le Fonds mondial pour les récifs coralliens a annoncé que la FPA2, l'Allemagne et la fondation de la famille Paul J. Allen se sont engagés à hauteur de 10 millions de dollars afin de protéger les récifs coralliens du monde. Ces contributions marquent le lancement d'une campagne de collecte de fonds qui culminera lors de la COP26 à Glasgow en novembre 2021. Les récifs coralliens, qui font vivre environ 1 milliard de personnes dans le monde, sont parmi les écosystèmes les plus menacés de la planète. Et dans un tout autre domaine, Frédéric, après sa défaite à Badalone mardi soir en Eurocup, la Roca Team retrouve la Jeep Elite ce week-end. Leader du championnat avec 6 victoires et une défaite, Monaco reçoit le Portel demain samedi à 18h à la salle Gaston Médecin. Une affiche de haut de tableau puisque les nordistes sont 6e au classement avec le même bilan que l'Asvel, 5 victoires et 3 défaites. Les joueurs de coach Mitrovic restent sur 6 victoires d'affilée en Jeep Elite, Émilie, et possèdent la meilleure défense du championnat. Les joueurs à surveiller côté Le Portel, McIntosh et ses 14 points de moyenne, Boris Dallot ou Benoît Mangin qui tourne à 50% à 3 points depuis le début de saison. Et nous suivrons bien évidemment le résultat de cette rencontre. Merci Frédéric. Il est temps à présent d'accueillir notre première invitée. Il s'agit de Béatrice Fresco-Rolfo. Depuis plusieurs années, elle est membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et cette semaine, elle a été nommée présidente de la sous-commission sur le handicap et la discrimination multiple et intersectionnelle. Bonsoir Béatrice Fresco-Rolfo. Bonsoir Émilie. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli votre nomination ? C'est un honneur pour moi, surtout d'avoir été nommée à ce poste-là. C'est quelque chose dont j'avais envie depuis pas mal de temps. J'avais envie de porter ce sujet et cette cause. Alors cette nomination vient couronner aussi plusieurs années d'action au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et pas seulement dans le domaine du handicap ou de la discrimination. Je fais partie de la commission égalité, discrimination et non-discrimination de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe depuis 2013. Donc je me suis assez investie sur les droits des femmes, sur les luttes contre les violences. Et j'ai en effet été même rapporteure générale contre les violences faites aux femmes du réseau parlementaire qui s'occupe de cela. Donc c'est vrai que je suis un peu active dans cette commission depuis pas mal de temps. Et la présidence d'une sous-commission, c'est un peu un résultat d'un travail et de mon travail dans cette commission. Pour en revenir à la sous-commission que vous présidez, quels sont les travaux sur lesquels vous souhaitez intervenir? C'est un vaste sujet que sont le handicap et la discrimination. Très vaste sujet. En fait, je vais beaucoup travailler sur l'inclusion, la manière d'appréhender les différences, de
d'intégrer les personnes handicapées ou les personnes maintenant souffrant de longues maladies, de maladies chroniques, parce qu'elles aussi peuvent avoir à souffrir de handicap liés à cette maladie. Donc je pense que je vais plutôt travailler sur cette inclusion et sur le travail, le retour au travail, parce que c'est important de retourner au travail, de retourner dans les activités de tous les jours, donc plutôt là-dessus. Et quelle est la valeur de la voix de Monaco à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe? Quel regard portent les membres de cette organisation sur la principauté? Écoutez, je crois que les membres ont un bon regard sur la principauté de Monaco. Du moins, la commission dont je fais partie, j'ai ma voix et je suis écoutée. Donc je crois qu'on a une belle aura, on a une belle image et il faut s'en servir pour continuer à porter aussi haut les couleurs de Monaco, mais fort sur les sujets qui nous tiennent à cœur et que l'on peut ramener sur Monaco. Je rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est peut-être un organe international, mais c'est aussi souvent un guide de bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est toujours utile pour travailler sur place. Et votre voix peut être déterminante? Ah oui, bien sûr, bien entendu. Sur des rapports en commission, nous pouvons avoir une voix déterminante. Moins sur un vote en assemblée, où là, il y a quand même beaucoup de membres qui votent. Mais en commission, je vois José Badia, Brigitte Bocon-Pagès, qui est la vice-présidente, Daniel Boéry, qui font partie d'autres commissions. Eux-mêmes, dans leur commission, votent et leur vote est important. Nous parlions tout à l'heure du handicap, c'est un sujet que vous aviez également abordé ici même à Monaco dans l'hémicycle du Conseil national. La politique de la principauté est même très engagée dans ce domaine. Oui, très engagée. D'ailleurs, je dois saluer la future construction IDA et les appartements qui seront dédiés aux personnes souffrant de handicap. J'ai en effet porté un petit peu ce sujet, je ne suis pas la première, mais je l'ai reporté durant le BP 21 parce que je pense que c'est important. Je souhaiterais qu'un délégué interministériel soit nommé sur ce sujet afin de porter haut ces différences et d'apprendre à vivre avec les différences à tous les niveaux du gouvernement. Après, j'ai demandé plusieurs choses, que soit vu peut-être la création, la construction de plus d'appartements adaptables, parce que nous avons évidemment une population qui peut vieillir, qui peut souffrir de maladies de longue durée, et donc il serait à même d'avoir à utiliser ce genre d'appartements. Donc ce sont des choses sur lesquelles je souhaiterais travailler en principauté. Bien, merci beaucoup Béatrice Fresco-Rolfo d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Émilie, à très bientôt. Le 18 janvier dernier, le guide Michelin dévoilait son palmarès 2021. Un nouveau restaurant monégasque a décroché sa première étoile, le Rampoldi. Il s'ajoute aux 4 autres établissements de la principauté qui ont déjà été distingués par le célèbre guide. Voyez le reportage de Chrisinda Thomel. Il s'agit de l'unique étoile décrochée à Monaco pour cette nouvelle cuvée 2021 du guide Michelin. Installé au cœur du restaurant Rampoldi depuis le 1er septembre, entre modernité et tradition, la table gastronomique du chef italien Antonio Salvatore séduit par son caractère et son supplément d'âme. C'est une consécration à beaucoup d'années de travail. C'est quelque chose de très joli, un bon moment pour un chef. Arriver à tout ça, c'est une consécration, comme on avait dit tout. C'est quelque chose de waouh. Et tous les remercie à l'équipe pour seguir tout cette vie ensemble. Aujourd'hui, j'avais une influence très internationale. Pourquoi? Pour la chose que j'avais géré à beaucoup dans mon vie, j'avais cette attitude. Je suis 100% italien, je suis natal au sud de l'Italie, aussi avec beaucoup de traditions. Mais aujourd'hui, dans les Rampoldi, comme c'est une institution de 1946, nous avons réinterprété le fine dining avec un peu de les meilleurs d'Italie, les meilleurs de France, et une clé semi-gourmet dans le Rampoldi que je la définis New Style Kitchen monégasque, un peu comme international. Malgré une situation sanitaire particulière et un contexte économique compliqué, ce sont 13 établissements de la région PACA qui se sont vus distingués par le guide Michelin cette année, dont le restaurant Rampoldi. Et si la table d'Antonio Salvatore est actuellement fermée, couvre-feu oblige, c'est avec des idées plein la tête que le chef espère de nouveau accueillir les convives d'ici le mois d'avril, avec au menu une carte plus printanière et peut-être même un nouveau concept.
Ce soir à 21h, Monaco Info diffuse Les filles de l'Escadron Bleu, un documentaire primé à plusieurs reprises et réalisé par Emmanuel Nobécourt et Philippe Ménial, qui revient sur l'héroïsme de ces jeunes femmes dans une période délicate. Pour en parler, nous sommes avec la responsable de la section communication à la Croix-Rouge monégasque. Bonsoir Danielle Cotalorda. Bonsoir Émilie Rousseau. Tout d'abord, quelle est l'histoire de ce film ? Il faut revenir à 2016 où Anne Fontaine a réalisé un film d'après les témoignages authentiques de Madeleine Pauliac, qui est une des principales héroïnes du documentaire. Et ce film, s'appelle Les Innocentes. À partir de là, son neveu, Philippe Moniac, qui lui-même est réalisateur, a écrit un livre et en 2019 a réalisé le documentaire Les filles de l'Escadron Bleu. Alors, qui étaient ces filles que l'on surnommait les filles de l'Escadron Bleu ? Alors, ces filles, au nombre de 11, étaient d'horizons différentes. C'était des infirmières, des ambulancières, mais toutes des bénévoles de la Croix-Rouge française. Donc, elles ont rejoint Madeleine Pauliac à Varsovie, où elle était déjà en poste en tant que médecin de la Croix-Rouge française. Alors, le surnom, l'Escadron Bleu, a été donné à ces jeunes femmes parce qu'elles portaient l'uniforme donné par l'armée américaine. D'accord. Et là, on est dans quelle période ? On est pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc la guerre était terminée, mais évidemment, il y avait encore beaucoup de choses à faire sur le terrain, et notamment en Pologne. Et pour cette raison, donc, ces 12 jeunes femmes sont parties rejoindre Madeleine. C'est pour ça qu'on parle toujours des 11 jeunes femmes bénévoles qui ont effectivement eu comme mission principalement de rapatrier les prisonniers de guerre en France ainsi que les déportés des camps de concentration. Et elles ont effectué cette mission d'une façon vraiment héroïque dans des conditions extrêmes. Elles ont effectué au moins 200 missions entre, bien sûr, toujours à partir de Varsovie. Oui, justement, Danielle Cotalorda, ce film véhicule plusieurs messages, dont l'héroïsme de ces jeunes femmes. Oui, absolument, parce qu'elles ont vraiment accompli leur mission dans toutes conditions, des conditions extrêmes, et elles n'ont jamais renoncé à leur engagement. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant pour nous, Croix-Rouge, un engagement sans faille. Et ça, c'est vraiment, le symbole des actions Croix-Rouge. Voilà, c'est pour ces raisons que la Croix-Rouge monégasque a décidé de projeter ce documentaire il y a un peu plus d'un an maintenant. Un peu plus d'un an, effectivement, puisque nous avons eu la projection en octobre 2019, en présence, bien entendu, du réalisateur également. Et c'est vrai que c'est un document qui nous a beaucoup touchés, nous, bénévoles aussi de la Croix-Rouge. Et également, ce qui personnellement m'a beaucoup marqué, c'est également l'écriture de ce documentaire. C'est vraiment écrit d'une façon remarquable, par sa justesse, par cette sensibilité. Et c'est tous ces éléments qui font que nous, Croix-Rouge, on a vraiment voulu projeter ce film. Un film que nous pourrons découvrir également sur Monaco Info. Merci beaucoup, Danielle Cotalorda, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Émilie. Et puisque nous parlons des programmes à suivre sur Monaco Info, que pourrons-nous découvrir sur notre antenne ce week-end, Frédéric ? Oui, la messe de Sainte-Dévote en langue monégasque qui s'est déroulée lundi 26, Émilie, sera diffusée dimanche matin à 10h. Autre rendez-vous à ne pas manquer, la rediffusion du 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo, samedi soir à 21h. Un mot à présent sur le partenariat d'excellence entre CFM Indo-Suez et la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Il a été renouvelé pour 3 ans ce matin. Les deux partenaires officiels viennent de signer la prolongation de leur engagement pour 3 nouvelles années à l'atelier des Ballets de Monte-Carlo. Cet accord confirme l'importance qu'ils accordent à leurs valeurs communes, la recherche d'excellence, l'innovation, le dépassement de soi, le travail d'équipe et l'esprit de famille. Ce renouvellement témoigne également de la volonté de CFM Indo-Suez de poursuivre activement son soutien à l'action culturelle qui fait rayonner la principauté de Monaco à travers le monde. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Focus à présent sur un métier de l'ombre pourtant essentiel pour l'environnement et la bonne santé de nos villes. Une équipe de Monaco Info a suivi les égoutiers sur leurs différentes missions durant une matinée. Alexandra Pani, on vous retrouve justement sous le tunnel du Rocher.
Oui, on commence tout de suite cette découverte à la station de pré-traitement des eaux usées. Je suis en compagnie de Laurent Talarida. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on se trouve à la station de pré-traitement de la Principauté, où on récupère l'ensemble des eaux usées de la Principauté ainsi que des communes limitrophes, la totalité de Beau-Soleil, une partie de Cap d'Aille et aussi une partie de la Turbie. Vous allez nous amener visiter tout ça? Oui, on y va. On y va. Ici, c'est entre 15 000 et 100 000 mètres cubes d'eau usée et pluviale qui sont acheminés par jour en provenance du territoire monégasque, mais aussi des communes limitrophes. 50 km de réseau parcourent la Principauté. Cette station de pré-traitement a été construite en 1987. Donc on fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne peut pas se permettre d'arrêter. Là, on a tous les process de traitement par rapport à toutes les eaux qui arrivent ici. C'est un peu comme l'artère principale de la Principauté qui arrive ici. On va faire les traitements au niveau des différentes machines. Donc là, c'est des dégrilleurs qui vont permettre de récupérer les déchets supérieurs à, ici, c'est 2 cm. Donc on les récupère, on les envoie dans la vis compacteuse en sachet avant d'être envoyé à l'incinérateur. On a à peu près une rotation par jour. Et après, je vais vous montrer tous les différents cycles de traitement. 26 personnes sont employées à la section assainissement. 500 kg de déchets sont récupérés ici en moyenne chaque jour, un nombre qui peut grimper à plus d'1 tonne par demi-heure en temps de pluie. La station de pré-traitement est entièrement automatisée pour réduire au maximum les interventions humaines. Donc vous avez au préalable un traitement de tous les déchets supérieurs à 3 mm. Et dans ces bassins, on va récupérer tout ce qui est sable sur la partie basse du bassin qui est pompé au fond. Et avec l'aide des petites bulles, on fait un micro-bullage qui permet de remonter en surface les graisses pour pouvoir les récupérer avec les allers-retours du pont. Le métier d'égoutier est physique et dur, mais il peut également avoir des répercussions sur la santé des ouvriers, exposés à des agents chimiques présents dans les eaux usées, tout comme dans l'air des réseaux d'assainissement. Des mesures sont donc prises et des contrôles réguliers sont effectués pour s'assurer de la bonne santé des 26 agents. Par rapport aux personnes qui sont présentes dans la station, on va mesurer la présence d'H2S, qui est aussi après méthane et gaz dangereux. Présence aussi d'oxygène pour savoir s'il y a un gaz qui ne prend pas le dessus par rapport à l'oxygène, afin d'informer à tout moment le personnel s'il n'y a pas un risque. Les égoutiers sont beaucoup plus exposés par rapport aux interventions dans les collecteurs d'égouts. Ils ont un suivi annuel par rapport à la médecine du travail et des visites annuelles. Ils ont aussi tout ce qui est analyse de sang, ils sont soumis à différents vaccins pour avoir un suivi de l'agent ou de l'égoutier tout le long de l'année. Le métier d'égoutier contribue à la bonne santé de nos villes par l'entretien et l'amélioration des réseaux, en souterrain mais également en surface, comme ici sur la station de relevage de Fontvieille pour un curage à l'aide d'un camion hydrocureur. Alors aujourd'hui, on vient entretenir la station. Alors du coup, on va pouvoir nettoyer tout ce qui est les pompes, les clapets hebdomadaires, et de temps en temps, on vient enlever le sable, ce qu'on fait aujourd'hui. Les équipes interviennent pour des travaux d'entretien tout au long de l'année. Ils sont également en charge de la lutte contre les nuisibles dans les espaces verts du domaine public. Mise en place d'appâts pour les rongeurs, mais aussi en période estivale contre les moustiques. Dans leur quotidien, les égoutiers sont souvent amenés à pénétrer dans des espaces confinés pour réaliser des opérations de nettoyage, dessablage, entretien, maintenance ou inspection. C'est justement dans l'un des collecteurs que nous poursuivons. Là, on se trouve au niveau de la quarantaine, donc c'est un point un peu stratégique parce qu'on est à l'entrée de la station de pré-traitement. Ici, on récupère les eaux de Fontvieille, de Monaco-Ville, ainsi que les arrivées au niveau du quai. Dans ces sites, le danger est présent en permanence, risque d'asphyxie, intoxication, chute. Des équipements particuliers sont obligatoires, combinaison de protection, bottes, harnais, casque avec lampe et surtout détecteur de gaz et masque de fuite. Je prépare le ciment pour mettre sur la brique, pour que la brique elle tienne. Alors il ne faut pas en prendre beaucoup parce que ça durcit vite. Se sentir utile est le sentiment qui ressort le plus chez les égoutiers et le mot est faible. Cette descente dans les antres de la Principauté nous aura permis de découvrir ce métier de l'ombre indispensable, essentiel à l'environnement et à la préservation de nos villes des maladies. C'est donc ici que s'achève cette découverte du métier d'égoutier.
J'espère que vous aurez bien compris et que vous réfléchirez à présent à 2 fois avant de jeter vos déchets, notamment dans vos toilettes. Voilà pour ce grand format à quelques mètres sous terre. Intéressons-nous à présent aux couleurs du ciel. Quelles sont les prévisions pour le début du week-end, Frédéric ? Quelques rayons de soleil en tout début de journée, Émilie, puis le temps va se couvrir progressivement au fil de la matinée, avec un temps très nuageux l'après-midi et une possibilité d'averse. Côté température, il fera 10 degrés le matin et 13 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h48 pour se coucher à 17h39. Nous fêterons les Martines. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux pour voir ou revoir tous nos reportages. Avant de nous quitter, cette information que nous avons appris aujourd'hui, la disparition de Jean-Marc Giraldi. Le président de la Société nautique était une figure du sport en principauté. Il a longtemps œuvré pour le développement de l'aviron à Monaco. On se quitte justement sur des images de cette discipline olympique. Photo signée Stéphane Dana. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.